Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, je suis Marie-Chantal Labelle, je suis copropriétaire ici au Route du Monde avec Robert, que vous connaissez peut-être mieux que moi. Moi, je suis toujours un petit peu plus dans l'ombre. Robert est tellement flamboyant, mais là, c'est mon tour. Je le fais rire. C'est mon tour là, de vous souhaiter la bienvenue cette fois-ci à tout le monde. On a beaucoup de gens qui sont inscrits, alors c'est parti. Donc, on espère que vous allez bien dans les circonstances. De notre côté, des petites nouvelles de Route du Monde. Écoutez, ça fait presque 8 mois qu'on est pas mal à l'arrêt, même si je vous dirais qu'on continue toujours quand même de travailler. La première partie de ce 8 mois-là, là, mars, avril, mai, on a rapatrié environ 200 voyageurs qui étaient à l'étranger, donc en Afrique, en Asie, même en Australie, en Amérique du Sud. Alors, on a rapatrié notre monde. On a travaillé, je vous dirais, jour et nuit. Puis j'appuie sur le nuit parce que avec le décalage horaire, on avait besoin de rejoindre nos voyageurs et on les suivait aussi pas à pas. OK, es-tu à l'aéroport? Oui, mon vol n'est pas annulé. Ou ah, mon vol vient d'être annulé. Trouvez un autre vol. Alors, ça a été assez épique, je vous dirais, pendant ces premiers mois de la pandémie. Ensuite, durant l'été, on a fait de l'assistance avec nos voyageurs pour qu'ils puissent faire leur réclamation d'assurance et au FICAV également. Ça a été assez complexe aussi parce que tout le monde s'habituait au fur et à mesure à comment ça se passait aussi au niveau des assureurs. Alors, bien sûr, quand on avait l'argent de nos voyageurs, on a remboursé nos voyageurs, mais quand l'argent était rendu à l'étranger, et on a fait des négociations avec nos tours opérateurs pour rapatrier les argents de nos voyageurs, ça a fonctionné dans certains cas, d'autres fois ça n'a pas fonctionné. Alors, nos voyageurs ont dû se retourner vers leurs assureurs. On a assisté nos voyageurs pour rapatrier, pour qu'ils puissent réclamer les fonds. Ça a été aussi assez complexe. On a appris au fur et à mesure comme le fonctionnement, autant du côté des assureurs, des voyageurs, de nous, les agences de voyage. On est appuyé aussi par une association qui s'appelle la AAVQ, qui est l'Association des agents de voyage du Québec, avec le président, M. Moscou-Côté, qui ont fait beaucoup de pression auprès des gouvernements pour qu'on puisse obtenir de l'aide. Honnêtement, je ne vois pas dans les entreprises privées, je ne vois pas pire que les agences de voyage là, en ce moment. On est vraiment... Certainement, c'est sûr, en difficulté. Il y a déjà beaucoup d'agences de voyage qui ont fermé leurs portes, malheureusement, parce que tenir comme ça, sans subvention, sans revenus, pour certaines agences, c'est carrément impossible. Nous autres, on tient le coup, puis je vous dirais qu'à la reprise, en 2021, on l'espère, on ne sait pas quand, personne ne peut prédire, on ne sait pas. On va être là, puis on se tient au courant aussi des pays qui sont ouverts, comme par exemple la Tanzanie, en ce moment, est ouverte pour aller faire un safari, par exemple, ou aller se prélasser sur les plages de Zanzibar. Alors, nous, on va probablement y aller en janvier. On essaie de voir les possibilités, d'y aller aussi avec, d'une façon sécuritaire, bien sûr, mais il y a certaines possibilités, si ça vous démange tellement de voyager, ben appelez-nous, c'est des discussions qu'on peut avoir parce qu'on se tient au courant de ce qui se passe dans le monde. Et puis, c'est sûr qu'il y a toujours la quatorzaine au retour au Canada, il faut le prévoir, donc c'est plus difficile pour les travailleurs qui doivent retourner au travail, mais bon. Alors, écoutez, aujourd'hui, on a présenté quelques mini-conférences déjà avec Robert ou avec notre ami Kanwar Dhananjay Singh, qu'on appelle communément Kidi. Je pense que beaucoup de gens le connaissent, même nos voyageurs qui ne sont jamais allés en Inde nous parlent de Kidi. Alors, je pense qu'il est assez... Ça fait 20 ans que Kidi travaille avec nous. C'est pas juste un collaborateur, c'est un frère, c'est un ami cher. Et puis, Kidi a appris le français à l'Alliance française de Delhi il y a très longtemps. Et puis, depuis les 20 dernières années, il a peaufiné son français grâce à nos voyageurs québécois. Alors, ben, si c'est la première fois que vous le voyez, vous allez voir, il y a même des fois des expressions québécoises et tout ça, c'est assez rigolo. Et puis, il a appris, lui, ben, tout au long de ces 20 dernières années à côtoyer les Québécois. Même s'il n'est jamais venu au Québec, il connaît le Québec par cœur. C'est assez impressionnant. Donc, écoutez, ça va être une conférence aujourd'hui sur le Taj Mahal, l'histoire du Taj Mahal, avec Kidi, qui est dans son village à Nahan, en Himachal Pradesh, en Inde. Alors, il est chez lui. Présentement, il est 21h30 pour lui le soir, environ 10h30 de plus que nous.
Et sur une note un peu plus personnelle, avant de passer le micro à Katie, moi je suis allée en Inde à peu près 25 fois à peu près. J'ai vu le Taj Mahal une dizaine de fois, puis à chaque fois ça me procure beaucoup, beaucoup d'émotions. Et de l'avoir vu aussi souvent, ça m'a permis de constater que le Taj Mahal n'est jamais pareil. Selon le climat, si c'est ensoleillé, c'est le crépuscule, c'est l'aube, c'est nuageux, je l'ai vu sous la pluie. Et à chaque fois, le Taj Mahal revêt comme une aura différente, des couleurs différentes. J'ai vu en 2011, je me souviens, il y avait une espèce de brume le matin et le marbre du Taj Mahal est devenu rose pendant quelques minutes. Alors, le Taj Mahal est toujours différent à chaque fois qu'on le voit. C'est un monument tellement important en Inde, même si vous n'êtes jamais allé, c'est sûr que vous avez vu des images, des photos. Et puis, Kidi aujourd'hui est là pour vous raconter l'histoire du Taj Mahal qui est vraiment fascinante. Moi, je l'ai entendue souvent parce que Kedi nous la raconte tout le temps quand on va au Taj Mahal avec lui en Inde. Mais je suis très, très contente qu'il puisse partager cette conférence-là avec vous aujourd'hui. Alors, je vous souhaite un bon dimanche et je donne la parole à Kanwar Dhananjay Singh, qu'on appelle tout le monde Kedi. Alors, à toi, mon beau Kedi. Bonne conférence à tout le monde. Bonjour, mes amis. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Premier mot, merci beaucoup d'être là. En collaboration avec les Routes du Monde, aujourd'hui, c'est ma 4e conférence. Les 3 premières étaient sur la philosophie de karma, système de caste en Inde, mythologie hindouiste. Et aujourd'hui, on va parler de Taj Mahal. On va parler de Taj Mahal. L'Inde, c'est une civilisation tellement ancienne et culturellement très, très riche. Même aujourd'hui, vous pouvez voir, il y a centaines de temples hindous, ça fait 1000 ans ou presque 1000 ans qu'ils sont là, l'architecture magnifique, sculptée en pierre et sculptée dans la façon que les pierres, ils racontent des légendes. À part de ça, il y a Béjio de Rajasthan où est-ce qu'il y a des forts et des palais magnifiques. Et aujourd'hui, on va parler du Taj Mahal. Les amis qui sont déjà venus en Inde par les routes du monde ou individuellement ont peut-être déjà visité le Taj Mahal. Et aujourd'hui, vous allez visiter le Taj Mahal pour la 2e fois avec moi. Et les amis qui ne sont pas encore venus en Inde, qui n'ont pas encore visité le Taj Mahal, vous allez le faire un jour. Mais regardez comment c'est grand, c'est beau, même si c'est juste un mausolée. Mais c'est vraiment une merveille du monde. C'est un temple d'amour. Pourquoi temple d'amour? C'est parce que c'est fait par amour d'un empereur pour sa femme. Parce que quand tu visites le Taj Mahal, le premier regard, tu tombes en amour avec le Taj Mahal. Mais j'aimerais dire une chose, que selon l'histoire de Taj Mahal, il n'y a pas un livre officiel. Il y a plusieurs livres. On a plusieurs sources pour avoir l'information sur le Taj Mahal. Même si l'histoire est pareille, les années sont pareilles, le même empereur, sa femme, mais des fois, il y a un petit peu de changement dans les versions. Mais nous, on va essayer de vous raconter ce qui est plus intéressant. Et aussi, j'aimerais dire une autre chose. Je vais partager certaines photos aujourd'hui. Vous savez que chaque jour, entre 20 et 25 000 de personnes visitent le Taj Mahal. Ça inclut les Indiens et aussi les touristes internationaux. Alors, les gens ont des caméras magnifiques, ils prennent des super belles photos et souvent, ils les partagent sur Internet. Et pour nous, ça devient facile d'aller chercher des photos sur Internet. Donc, certainement, c'est pas moi qui ai pris ces photos, je les ai prises de l'Internet. Mais sont quand même super beaux. Donc, c'est ça, le Taj Mahal, qui était juste un mausolée. Mais regardez, il y a 4 minarets, puis il y a un dôme central, et puis il
c'est comme un octagone avec 4 portes et plusieurs fenêtres. Et la Taj Mahal, c'était fait par amour d'un empereur. Donc, c'est une inspiration pour les générations à l'avenir sur l'amour. Parce que, écoute, l'amour est toujours là. Tout le monde n'est pas capable à faire un monument comme ça. Et c'est pas important. Important, c'est que tu gardes ce sentiment à l'intérieur. Ça, c'est important. Ça, c'est ton Taj Mahal. Alors, c'est l'inspiration. Mais pourquoi c'est un temple d'amour? Parce que l'empereur, il aimait sa femme comme une divinité. Pour lui, c'était une divinité et elle était morte, décédée jeune. Donc, il était convaincu qu'elle est au paradis. Donc, il voulait simplement construire un petit paradis pour elle sur terre. C'est pour ça, c'est devenu comme un temple pour lui, parce que sa femme était déjà devenue une divinité. C'est pour ça, c'est un temple d'amour pour lui, et pour les autres, c'est une inspiration pour continuer à aimer. Continuer à aimer. L'autre chose que Taj Mahal est aussi une merveille. Mais pourquoi c'est une merveille, photo de l'eau? Pourquoi c'est une merveille? Ça, c'est important à savoir. J'ai une autre photo. Ça, c'était construit pendant le XVIIe siècle. Et c'est toujours resté comme ça. Ça fait exactement 367 des années que Taj Mahal existe. Et quand vous voyez juste en arrière, il y a un fleuve qui s'appelle Yamuna. Le fleuve était toujours là parce que le Taj Mahal était construit à côté du fleuve. Et depuis toutes ces années, chaque année, dans la mousson, il y a des inondations. Il y a beaucoup d'eau qui coule. Et le fleuve est juste à côté de la fondation. La terre est mou, mais malgré tout ça, le Taj Mahal est toujours resté solide. Ça, c'est une raison qui est merveille. L'autre raison, ça, c'est la symétrie, c'est la perfection. Dans une structure comme ça, là-bas, vous voyez que tout ce qui est à un côté, c'est exactement la même chose à l'autre côté. Le travail, tout est pareil. Même les minarets, le travail sur marbre, tout est parfait, tout est exactement pareil, sans faute. Parce que pendant le XVIIe siècle, on n'avait pas des outils comme aujourd'hui pour mesurer. Mais tout de même, ils ont fait quelque chose de parfait pendant le XVIIe siècle. C'est pour ça, c'est une autre raison que ça devient une merveille du monde. Et ça, c'est le Taj Mahal. Alors maintenant, je vais raconter l'histoire d'amour. Je vais vous raconter l'histoire d'amour. Ça, c'est arrivé comme ça qu'en Inde, on a eu toute une dynastie des Moghols. Le premier Moghol, qui s'appelle Babur, était venu dans l'année 1526. Et après ça, il y a eu son fils, Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan et Aurangzeb. Il y a eu 6. Mais là, c'est le 5e qui s'appelle le Shah Jahan. C'est lui qui a construit le Taj Mahal pour sa femme. Alors, Shah Jahan, il était le fils de 4e qui s'appelle Jahangir. Et Shah Jahan est né dans l'année 1592 à Lahore, qui est maintenant à Pakistan. Mais il était un prince parce que son père était l'empereur de l'Inde. Donc, il était tellement comme gâté, comme un prince préféré. Et puis, il habitait avec sa famille en Inde dans le Fort Rouge. Parce que Taj Mahal, c'est un mausolée, mais la résidence officielle pour la famille moghole, c'était le Fort Rouge qui est juste à côté, pas très loin de Taj Mahal. Donc, on les voit de l'un et l'autre. Donc, il habitait avec sa famille dans le Fort Rouge. Et dans le Fort Rouge, chaque vendredi, il y avait un marché juste pour les femmes. Juste pour les femmes, ça va dire que ça, c'est des femmes qui vendent des choses et ça, c'est des femmes qui achètent les choses. Aucun homme permis.
Mais petit garçon de 14 ans, même s'il est un homme, c'est un prince, donc il a la permission. Parce qu'il aimait beaucoup aller voir les femmes. Il était quelqu'un qui aimait la beauté. Donc, il était naturel là-bas. Donc, il a dit que j'aimerais aller voir le marché des femmes. Donc, il avait l'accès. Là, il se promenait, regardait les choses, tout ce qui est pour les femmes, mais tout à coup, il a vu une fille à peu près même âge. Et tout de même, il dit, ah, ça c'est ma femme. Un enfant de 14 ans tomber en amour avec une fille, c'est incroyable, mais ça s'est passé exactement comme ça. Mais elle ne savait pas, donc il l'a suivi, il a parlé à sa mère, c'est qui elle, je la veux. Il dit, OK, c'est pas un problème, on va parler, on va chercher c'est qui. Donc, quand on a fait un petit peu de recherche, elle était vraiment une princesse de Perse qui était venue avec ses parents pour visiter l'Inde. Donc, les parents de l'empereur, de Shah Jahan, il nous dit, parler avec les parents de fille que mon fils est tombé en amour avec votre fille, puis il aimerait l'épouser comme sa femme. Il dit, ah, c'est pas un problème, mais ils sont très jeunes, parce qu'elle avait 13 ans, puis lui, il avait 14 ans. Donc, il dit, OK, il n'y a pas de problème, mais on va attendre jusqu'à qu'ils ont 21 et 20 ans. Donc, on a attendu. Quand elle a eu 21 ans, elle a eu 20 ans. Il y a eu mariage. Donc, ils sont devenus hommes et femmes. Mais encore prince, il n'est pas encore l'empereur parce que c'est son père qui est l'empereur. Mais il est marié et l'amour entre les deux était intense. Elle aimait sa femme plus que n'importe quoi dans la vie. Elle était toujours à côté de lui. Elle était comme son âme, toujours à côté de lui. S'il allait chercher pour la chasse ou sortir pour un meeting ou quelque chose, elle est toujours à côté de lui. Il prenait toujours ses conseils pour des petites choses. C'était comme des amis et des amoureux, mais intenses, passionnés pour l'un et l'autre. Mais il n'est pas encore l'empereur. Dans l'année 1628, il est devenu l'empereur parce que son père est décédé. Il est devenu l'empereur et sa femme, qui s'appelle Arjumand Banu. J'ai oublié de vous dire que le nom de jeunesse de Shah Jahan était Khurram. Khurram et sa femme, elle s'appelle Arjumand Banu. Donc, il y a eu un mariage, puis après ça, il est devenu l'empereur et elle est devenue sa reine. 1628. Donc, maintenant, il est vraiment l'empereur, elle est la reine. Donc, pour toutes les décisions importantes, elle est toujours à côté de lui. Mais j'aimerais vous dire une chose, que les Moghols, ils avaient toujours plus qu'une femme. Donc, c'était pas sa seule femme, mais c'était la femme qu'il aimait plus. Alors, à cause de cet amour, ils ont eu des enfants. Beaucoup d'enfants. Et quand elle était en train d'accoucher leur 14e enfant, et elle n'avait que 38 ans, elle est tombée tellement malade. Tellement malade, elle a perdu beaucoup de sang. Et puis, on a appelé les médecins ayurvédiques de partout. Et puis, lui, il a dit, je peux dépenser n'importe quoi, il faut qu'elle vive. Mais les médecins ont dit, non, elle va partir. Elle a tout perdu, elle va mourir bientôt. Il dit, vous demandez n'importe quoi, j'ai tout l'argent du monde, mais il faut qu'elle vive. Il dit, non, elle va pas vivre, elle va mourir bientôt. Là, maintenant, l'empereur qui est à ce temps-là le plus riche au monde, il est tellement triste parce qu'il ne peut rien faire pour sa femme. Puis, jour par jour, elle allait vers sa mort. Donc là, maintenant, il est vraiment tellement triste. Donc, il restait plus à côté d'elle, passait plus de temps à côté de son lit. Puis, elle était intelligente aussi. Elle savait qu'elle va mourir, mais elle pensait que lui est un empereur. Beaucoup de responsabilités. Comment il va faire si je suis parti de ce monde? Comment il va vivre? Et il faut que je donne une raison pour lui, pour continuer la vie. Elle
commencé à réfléchir. Puis elle lui a dit, mon mari, mon amour, pourquoi tu es tellement triste? Il dit, je suis triste parce que je sais que tu vas partir bientôt. Tu vas me quitter. Elle dit, OK, je ne vais pas te quitter. Seulement si tu me donnes 4 promesses. Il dit, n'importe quoi tu demandes, je te donne 4 promesses. Il dit, OK. 4 promesses, c'est comme ça. Le premier, que tu ne vas pas marier une autre femme après que je suis parti. Il dit, je te promets. Deuxième, tu vas bien prendre soin de nos enfants. Parce qu'ils avaient 10 ans. 4 fils et 3 filles. Les autres étaient déjà morts. Donc, il y avait quand même 7 enfants. Il dit, tu vas prendre bien soin de nos enfants. Il dit, je te promets. Troisième, il a dit, que après que je suis parti, tu vas construire dans ma mémoire un mausolée. Mais un mausolée unique au monde. Il n'a eu jamais son parallèle dans le passé. Il n'y aura jamais son parallèle au futur. Une merveille du monde, magnifique et unique au monde. Ça ne me dérange pas, ça prend combien de temps? Prends ton temps, mais construis ça pour moi. Il dit, je te promets, je vais le faire. Quoi que ça demande, je vais le faire. Il dit, la quatrième promesse, que le jour que je vais partir, chaque année, ce jour-là, tu viendras me rejoindre dans le mausolée, dans ce palais. Et je vais te rejoindre dans mon esprit, je vais descendre sur terre à côté de toi et on va passer le temps ensemble. Comme ça, tu peux me sentir à côté de toi et je vais te sentir à côté de moi. Comme ça, je vais pas te quitter. Il dit, OK. Ça me donne vraiment une raison pour dire. Et après ça, doucement, elle a quitté son corps. Elle a quitté, il était tellement triste. Mais d'abord, elle a été enterrée temporairement ailleurs parce que le mausolée n'est pas prêt. Après ça, tout de suite, il commence. Là, elle est morte dans l'année 1631. Donc, elle est devenue la reine 1528. Et morte 31, ça veut dire qu'elle est restée reine seulement pendant 3 ans. Et elle est morte dans l'année 1631. Puis après ça, tout de suite, l'empereur a dit, je commence le travail de mausolée. On n'a même pas encore le temps, Taj Mahal. Mais par amour, il appelait sa femme Mumtaj Mahal. Son nom d'amour était Mumtaj Mahal parce que en perse, Mum, ça veut dire l'amour. Taj, ça veut dire la couronne. Et Mahal, ça veut dire le palais. Donc, il dit, dans ce palais, tu es la couronne de mon amour. Donc, Mumtaj Mahal, c'était son nom. Donc, il vous donnait un petit peu le même nom au mausolée. Donc, il dit, OK, il a appelé les philosophes et les architectes du monde pour les discussions. Comment on va faire le mausolée qui est unique au monde? Donc, on a appelé les architectes de la Perse, le grec, la Chine, etc., pour la discussion. Puis, les architectes nous ont demandé, qu'est-ce que vous avez exactement dans la tête? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, il dit, moi, je suis convaincu que ma femme est au paradis. Elle est bien au paradis, mais chaque année, un jour, elle va descendre sur terre et elle va passer le temps avec moi dans son mausolée. Donc, j'aimerais construire un petit paradis pour elle sur terre. Pourquoi? Pour qu'elle n'ait pas dépaysé de son paradis, même pour une journée. Donc, je veux construire un petit paradis sur terre pour elle. C'est ça que je veux construire. Donc, c'est quoi le concept de paradis dans l'islam? On a commencé à demander les philosophes, des connaisseurs de l'islam. Après consulter dans les livres, il dit, dans l'islam, paradis, c'est comme un palais, comme un perle, avec des fleurs partout autour et un fleuve à côté et 4 jardins en face. Ça, c'est le paradis. Il dit, je vais faire exactement ça.
Donc, dans la ville d'Agra, déjà, il y avait le fleuve Yamuna, qui est en fait le deuxième fleuve sacré de l'Inde. Il dit, je vais construire le mausolée juste à côté du fleuve, parce que comme ça, je vais faire le vrai paradis. Donc, pour le perle, l'empereur, de sa jeunesse, il avait l'amour pour marbre blanc. Donc, il dit, je vais faire avec marbre blanc. Parce que ça va donner l'impression d'un perle. Le meilleur marbre au monde, ça existe dans un endroit qui s'appelle Makrana, qui est à peu près 400 km d'Agra. Donc, il dit, OK, on va amener le marbre de là-bas et on va faire construire le mausolée. Là, maintenant, comment on va faire? Là, après beaucoup de consultations, ils ont appelé les travailleurs, les architectes du monde pour les discussions. Donc, il dit, OK, on va construire, on va amener les pierres précieuses et semi-précieuses et on va amener les marbres. Là, pour transporter juste le marbre qui est 400 km d'Agra, ils ont engagé 1000 éléphants juste pour amener le marbre. Et après ça, ils ont fait une rampe de 16 km assez grand pour que les éléphants puissent marcher facilement à deux côtés, aller-retour. Et après ça, ça commence le travail de sortir le marbre de la mine et amener pour la construction. Et une autre chose importante à comprendre ici, avant de commencer le mausolée, à peu près 2 km autour de la place, ils ont fermé de murailles temporaires. Pourquoi? Il dit que qu'est-ce que je vais construire aujourd'hui? Je vais garder comme secret pour le monde. Je vais l'ouvrir seulement quand c'est fini pour que quelqu'un d'autre ne fait pas la copie ailleurs dans le monde. Donc, ça va être un secret. Donc, ils ont fermé avec un muraille. On a engagé 20 000 ouvriers pour le travail. 20 000 ouvriers, 1000 éléphants et des architectes principaux. Après ça, on a amené des pierres semi-précieuses, stones. On a amené des pierres précieuses pour la construction, semi-précieuses. Je vais vous juste montrer des pierres qu'on a amenées. Voilà. Voilà. Regardez ici. Ça, c'est des pierres. D'abord, j'ai marqué en haut marbre blanc. C'est Makarana qui vient de Rajasthan, qui était 400 km. Après ça, le jaspe. Le premier à gauche. Rouge. Ça, c'est jaspe. Ça venait de Punjab, nord de l'Inde. Puis après ça, turquoise et malachite. Voilà, turquoise, c'est en bas. En bas, dans le dernier, oui, le bleu, ça c'est turquoise. Et puis malachite. Turquoise et malachite, ça venait du Tibet. Puis après ça, saphir et lapis lazuli. Le bleu qui est dans une main de quelqu'un, ça c'est lapis lazuli. Et saphir, c'est en haut le bleu, les petits grains, ça c'est saphir. Ça venait de Sri Lanka. Puis après ça, corail. Corail de la mer Rouge. Puis après ça, cornaline du Perse et du Yémen. L'onyx. L'onyx, on a amené de Deccan. Deccan, c'est en fait le sud de l'Inde et de la Perse. Et puis l'agate. L'agate venait de Yémen et de Jaisalmer. Et puis cristal des roches d'Himalaya. Donc ça, c'est des pierres semi-précieuses qu'on a amenées pour la construction. Là, maintenant, ces pierres, comment on a fait? Parce que ces pierres, maintenant, on voit juste comme ça des pierres, mais pour faire les dessins, les motifs sur le marbre, on a utilisé ces pierres pour donner des motifs comme des fleurs et des pétales, etc. OK? Donc, ça, c'est des pierres que je voulais vous montrer, qu'on a amenées. Alors, ça, c'est des pierres, et puis, OK. Photo number 2. Voilà. Ici, je vais vous montrer photo number.
Yeah. Ici, vous voyez, ici, il y a une plateforme. Il y a une plateforme en bas. Et en bas de la plateforme, ça, c'est la fondation. Regardez maintenant pour faire une merveille du monde. Il y a des fois des problèmes naturels comme tremblement de terre. Si jamais tremblement de terre, ça va abîmer le Taj Mahal. Comment sauver le Taj Mahal du tremblement de terre? On a beaucoup discuté. Tout était prévu. Qu'est-ce qu'on a fait avant de faire la fondation? Ils ont creusé quelques puits. Dans une version, ils disent 80 puits. Je ne peux pas dire si c'était vraiment 80, combien de puits, mais plusieurs puits qu'ils ont construits dans le sol, mais le profondeur des puits, c'était plus bas que le fleuve. Parce que là, la terre était pas mouillée. Pas mouillée, c'était sèche pour supporter la structure en haut. Donc, on a fait beaucoup de puits. Et les puits étaient remplis de bois d'ébène. L'ébène, ça vient d'Afrique. C'est un bois, si vous avez déjà entendu, qui ne pourrit jamais. Bois d'ébène en bas, puis beaucoup de fer et des matériaux qui ne sont jamais pourris. On a rempli dans les 80 puits. Et sur tout ça, on a fait la fondation pour que, si jamais un tremblement de terre, les puits en bas, 80 ou n'importe quoi, vont bien supporter, bien balancer la structure en haut et ça va bien sauver des tremblements de terre. Après ça, vous voyez les 4 minarets autour. Si vous voyez vraiment avec attention, les 4 minarets ne sont pas tout droits. Ils sont un petit peu penchés vers l'extérieur. Ça, c'est fait exprès. Parce que si jamais un tremblement de terre, vraiment, les minarets vont tomber pas sur le morceau central, mais ils vont tomber vers l'extérieur. Donc ça, c'était le travail. Et comme j'avais dit que le travail de Taj Mahal était commencé tout de suite après qu'elle est partie, 1631. Donc on a fait la fondation, les minarets. Après ça, le morceau central, le dôme. Et ça, c'est un octogone. Ça, c'est un octogone, 8 côtés. Et en haut, il y a un dôme central qui est comme un oignon. Et autour de lui, il y a 4 petits dômes. 4 petits dômes. Et ici, il y a un petit, l'illusion optique. Je vais expliquer dans une autre photo number 3. Ici, regardez, dans cette photo, les 4 petits dômes qui sont à côté de dôme central. Si on voit de côté gauche, il semble comme si celui qui est avant est un peu avancé et l'autre est reculé un petit peu. Mais si on va exactement à l'autre côté, à gauche, et on voit la même chose, ça semble comme si celui qui est plus proche à droite est avancé et l'autre est reculé. Mais en fait, c'est pas reculé, c'est pas avancé. C'est juste une illusion optique. Number 2. Alors, c'est juste une illusion optique. Puis après ça, on a fait le travail de incrustation des pierres précieuses dans les plaques de marbre. Ça, c'était vraiment un travail qui demandait beaucoup de patience. Imaginez, plaques de marbre, et j'ai quelques photos, j'ai quelques photos à vous montrer, le travail sur les marbres. OK, ça c'est le premier. Regardez ce morceau. Il y a plusieurs morceaux comme ça. Ça, c'est en fait le travail de mettre en relief. Mais c'est pas facile de mettre en relief. Imaginez pour faire ça, d'abord, on prend une plaque de marbre et on fait un motif au milieu. Et pour faire le motif, on utilisait les couleurs naturelles qui font pas la tâche. En fait, il utilisait de l'aîné qui est produit naturel. Donc, on fait un dessin comme ça, les fleurs. Mais pourquoi le fleur autour et au milieu? Parce que j'avais déjà dit que dans la conception de paradis, autour de palais de perles, il y avait des fleurs. Mais on ne pourrait pas garder d'autres fleurs pour toujours. Donc, il a fait les fleurs comme des motifs
dans le marbre, sur des plaques de marbre. Donc, pour faire qu'est-ce qu'on dit, mettre en relief, d'abord, on fait le dessin, et après ça, avec des outils pointus, on commence à creuser. On commence à creuser autour du motif. Puis après ça, tout ce qui n'est pas besoin pour le motif, on enlève totalement pour que le motif arrive en relief. Et ça, c'est pas facile. Ça semble facile. Parce qu'une petite faute, quelque chose arrive, on le jette et on le recommence. Parce qu'on est en train de faire une merveille. Donc, comme ça c'est le premier travail de mettre en relief. Vous avez bien regardé. Donc, maintenant, ça, c'est le travail de incrustation de pierres. Ça semble comme peinture, mais c'est pas de peinture. Je viens de vous montrer des pierres comme onyx, cornaline, malachite, etc., jade. Ici, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait sur la plaque de marbre? D'abord, on fait le dessin avec de l'aîné, et après ça, avec les outils pointus, on creuse exactement selon le dessin. On creuse, et après ça, on taille les morceaux de pierre exactement comme besoin. Et après ça, c'est comme des trous à l'intérieur. Et après ça, il y a un collant spécial. Mais en fait, le recette de collant existe même aujourd'hui parce que les mêmes personnes qui ont construit le Taj Mahal, les générations, il y a des gens qui ont fait le même travail aujourd'hui. La recette de colle est un secret. Ils disent jamais parce que, tu sais, ça fait plus que 350 ans, il n'y a aucune pierre qui est bougée. Donc, après ça, ils ont mis des pierres à l'intérieur des trous dans une façon que ça semble comme une peinture. Regardez, en fait, c'est pas les peintures, c'est pas les couleurs, c'est vraiment les pierres qui sont incrustées à l'intérieur d'un marbre blanc. C'est vraiment, vraiment magnifique. Next photo. Là, ici, c'est exactement la même chose. C'est le coin d'une fenêtre ou la porte. Donc, dans le coin, on a fait exactement la même chose. Il y a certains qui disent que l'empereur Shah Jahan, il respectait toutes les religions. Donc, il a pris l'architecture même hindoue. Parce que dans l'architecture hindoue, les dessins sont des choses vivantes, comme les oiseaux, les animaux, les fleurs. Donc, on a mis les fleurs pour donner le respect pour une autre architecture. Ça, c'est une autre version. Mais d'autres versions qui disent, parce que c'était vraiment dans la conception de paradis pour avoir les fleurs autour. Donc, c'est comme ça. Regardez. Parce que, regardez, il y a tout autour, comme le cadre, il y a deux lignes noires qui est vraiment l'onyx, puis au milieu, le jaune, c'est le jade. Donc, on a taillé ces morceaux de pierre, puis on a incrusté à l'intérieur. Et imagine une petite faute, on le jette, on le refait. C'est pour ça que ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Là, maintenant, ça, c'est vraiment travailler en marbre. C'est vraiment pas facile, vous pouvez regarder. En fait, ça s'est fait autour des tombes. Autour des tombes, parce que les gens regardent par ici. C'est comme on peut pas dire, en hindi, on dit jali. C'est comme, c'est même pas un grillage. C'est comme pour regarder à l'autre côté. Mais ça, c'est comme dentelle. Mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de patience pour faire chaque morceau. Puis en haut, en bas aussi, c'est tellement travaillé. C'est pour ça qu'on avait 20 000 de travailleurs pour travailler dans les conditions à Agra. En été, il faisait 45, 46, 47. Puis travailler dans les pierres, comme ça, c'était vraiment, vraiment pas facile. Mais ça continuait. Next photo again. Voilà. Regardez ici. Ça, c'est la porte. Regardez la différence, le taille des dômes en bas et la porte en haut. Il est tellement grand. Et tout autour de porte, c'est travaillé. Et à l'intérieur, vous voyez des fenêtres, mais sur les fenêtres aussi, c'est le même travail de dentelle qui est fait. Et la porte qui est là, ça, c'est la porte d'où est-ce qu'on entre à l'intérieur.
En fait, d'ici, on entre et à l'intérieur, on voit deux tombes faux. Ne sont pas des vrais. C'est juste pour voir. Et puis, à l'intérieur, il n'y a même pas de lumière. Pourquoi il n'y a pas de lumière? Parce que c'est un mausolée. C'est pas un palais, donc on ne peut pas avoir de lumière à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, au milieu, il y a deux tombes, mais on fait un tour. On passe pas beaucoup de temps à l'intérieur parce que c'est juste un petit tour. Et puis, après ça, mais c'est travailler, bien travailler tout autour. Le même travail. Souvent, des guides ont des petites lampes de poche pour vous montrer certaines pierres qui brillent avec la lumière. Mais c'est ça, si on fait, et après ça, on sort. Next. Dans la prochaine photo, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est la porte encore. Mais ici, vous voyez, tout autour de porte, il y a comme une calligraphie. Calligraphie, c'est des versets du Coran, des livres sacrés, le livre sacré, versets du Coran, mais vous avez déjà regardé le grand art de porte par rapport des hommes, la porte est tellement grande. Donc, si tu es en bas, tu regardes la calligraphie, c'est normal que le taille de calligraphie, ça diminue quand tu montes en haut, puis ça devient plus petit en haut, puis après ça, ça commence à grandir quand tu descends. Mais ça semble pas, parce que c'est fait tellement une façon qu'on a petit à petit grandi la taille, que ça semble pareil en haut et en bas, même si on est tout petit. Ça, c'est une autre illusion optique. C'est impressionnant. Puis, l'autre chose, le calligraphie que vous voyez, c'est vraiment l'onyx noir qui est incrusté dans le marbre blanc. Et c'est comme, en anglais, on dit free handwriting. C'est comme vraiment une écriture qui est écrite avec crayon. Là. Mais c'est vraiment l'onyx noir qui est incrusté dans le marbre. Donc, ça, c'était la porte à vous montrer. OK, voilà. Ici, ça, c'est des vraies tombes. Ça, c'est des vraies tombes. Je n'ai pas encore raconté l'histoire, mais je vais raconter. Mais ça, c'est le tombe de la reine et le roi. Je vais revenir sur cette photo. OK, là, je vais revenir. Ça, c'était ça. Alors, c'est commencé comme ça, que la construction, d'abord, on a fait la fondation avec des puits en bas. Et puis, après ça, on a dimensions. J'ai quelques chiffres à vous montrer. Dimensions, j'ai quelques chiffres à vous montrer. Regardez ici. Regardez maintenant. Ici, la mausolée, la plateforme, c'est 56.9.56.9. Ça, c'est le taille de plateforme. Puis l'auteur de mausolée, c'est 67.97 mètres. Diamètre des minarets, c'est 5.65 mètres. L'auteur des minarets, c'est 43.2 mètres. L'auteur de dôme, c'est 44 mètres. Et l'auteur de la porte principale, c'est 23.7 mètres. C'était quelques dimensions à vous montrer. Photo numéro 2. Alors, photo numéro 2. Alors, bon, maintenant, vous voyez ici. OK. Là, ça, c'est le Taj Mahal. Encore, on est revenu. On a commencé en 1631. Et pour construire le dôme central, juste le mausolée au milieu, juste le mausolée en marbre blanc, ça a pris 17 ans. Exactement 17 ans. Et puis, quand c'était fait, et les architectes ont dit, ça c'est fait. Il dit, si ça c'est le paradis, où est la maison de Dieu? Où est le mosquée? Donc, j'ai besoin d'un mosquée à côté. Alors, vous voyez, il y a deux bâtiments rouges à gauche et à droite. Donc, le bâtiment d'ici, qui est à gauche, ça c'est vraiment
le mosquée qu'on a construit. Parce qu'ici, si c'est un paradis, donc il faut qu'il y ait prière tous les jours. Donc, ça, c'est vraiment le mosquée, le vrai mosquée. Mais le bâtiment à l'autre côté, ça s'est fait juste pour la symétrie, juste pour compléter la symétrie, pour que ça soit la même chose. Mais l'autre bâtiment, on ne peut pas utiliser comme le mosquée, c'est parce que la direction est inverse pour le mec. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser. Donc, on a fait ces deux bâtiments exactement pareils. Puis après ça, en face, on a fait des 4 jardins. Des 4 jardins, des murailles autour. Tout ça, ça a pris encore 5 ans. Donc, 17 ans et 5 ans. En tout, ça fait 22 ans. Donc, on dit, ça a pris 22 ans de construction pour le Taj Mahal. Pour tout ce travail, les quatre jardins, le morceau central, le palais, le mosquée et tout ça, ça a pris 22 ans de construction et Taj Mahal est fait. Quand le Taj Mahal est fait, il est tellement beau. Très, 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 très beau parce que surtout les nuits de pleine lune, ça donnait vraiment une très, très bonne impression. Et l'empereur est vraiment très, très content. Parce que j'ai quelques photos à vous partager, Redor. Quelques photos à vous partager. Regardez une des photos ici. Ici, ça c'est la porte principale qui est rouge. Les visiteurs qui visitent. J'aimerais juste vous dire qu'il y a 3 portes. Il y a porte de l'Est, porte de l'Ouest et porte de Sud. Parce qu'au Nord, c'est le Taj Mahal. Donc, nous, avec les routes du monde, quand on fait les visites, en fait, j'aimerais juste vous dire une autre chose que avec les routes du monde, comment on fait le visite du Taj Mahal. On arrive à Grand L'éveil. Et puis, juste en arrière de Taj Mahal, l'autre côté du fleuve, il y a un jardin qui s'appelle Mehta Bagh. Donc, on amène tout le groupe dans le jardin. Là, on voit le Taj en face, mais on n'est pas à l'intérieur de Taj Mahal. Mais le même Taj, est juste en face de nous. Là, il y a des jardins, il y a du gazon, nous on s'assoit, puis moi je raconte l'histoire de Taj Mahal, ce que je raconte aujourd'hui. Et après ça, tout ce qu'il faut expliquer, j'explique. Pour que le lendemain, au lever du soleil, quand nos amis, nos visiteurs, nos voyageurs, ils rentrent dans le Taj Mahal, il n'y a aucun dérangement, aucune explication, le guide ne parle pas. C'est juste leur rendez-vous personnel avec le Taj Mahal. Donc, ça, c'est notre façon. Puis les gens sont contents parce que tout ce qu'il faut savoir, ils ont déjà appris l'éveil. Donc, ça, c'est le porte principal. Donc, ici, j'aimerais vous expliquer que quand on rentre dans la porte, juste à l'autre côté, il y a une plateforme. Il y a une plateforme et les maximum de photos de Taj Mahal qu'on voit sont prises de cette plateforme. Parce que juste en face, Taj Mahal, juste en arrière de Taj Mahal, on prend des photos de plateforme, on ne voit rien. Aucun muraille, aucun arbre, c'est juste le ciel bleu. Ça donne l'impression comme une carte postale. Donc, ça, c'est les meilleures photos qu'on prend de là-bas. Et après ça, on descend et on continue à marcher à côté des fontaines. Et on arrive dans le bâtiment blanc. Là, pour garder la pureté, on a des bas-bouches qu'on porte, puis on monte. Puis là, on fait la visite autour, on apprécie les pierres, incrustations, tout ça. Puis après ça, on rentre. Ça, c'est le visite de Taj Mahal. OK. Puis, sunrise. Après ça, j'aimerais... Regardez, ça, c'est la photo pendant le lever du soleil. Sunrise. Ça, c'est la photo pendant le lever du soleil. Regardez comment ça change la couleur. Parce que il y a des philosophes qui disent que l'empereur avait construit le Taj Mahal et puis, avec les sentiments, il voulait, avec les changements de couleur, il voulait montrer cette
ses différents sentiments de son amour avec sa femme. Donc, les pierres qui brillaient, les reflétés avec le soleil, la lumière, c'est tellement beau. Regardez, ça, c'est le soleil au lever du soleil. Après ça, je vais vous montrer the daylight. Je vais vous montrer pendant la journée. Quand le soleil est en haut, regarde, ça a changé la couleur. Maintenant, c'est exactement ce qu'on a vu, beaucoup de photos. Ça, c'est la photo plus populaire au monde qu'on voit. Puis après ça, ça, c'est au coucher de soleil. Et quelqu'un a pris vraiment une super belle photo parce qu'avec des oiseaux en haut, c'est une super belle photo. Ben, c'est pas moi qui l'ai prise. Donc, ici, on voit, ça, c'est coucher au soleil. On voit un petit peu de soleil. Puis, ça, c'est la couleur vers coucher de soleil. Next. Puis, j'ai une autre photo à vous montrer de coucher de soleil. Regardez, ça, c'est pris de l'autre côté. Ça, c'est pris de l'autre côté. Ça, c'est aussi coucher de soleil. Donc, regarde comment ça change les couleurs avec les temps de jour. C'est comme ça qu'il montrait son amour pour sa femme avec quand ça change les couleurs. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très touchant. Et plein de full moon. Full moon. Full moon. OK, regardez. Ça, c'est la photo la nuit de pleine lune. Regardez comment c'est beau. Comment c'est beau. La lune est juste en haut. Quelqu'un a vraiment pris une super, super belle photo et une autre photo. Ça, c'est pris de l'autre côté. Ça, c'est les photos pendant la pleine lune. Comment c'est vraiment, ça donne l'impression d'une perle qui est vraiment le paradis. Perle comme paradis. Donc, comme ça, c'est pendant la pleine lune. Donc, comme ça, j'ai dit qu'il voulait montrer les modes de son amour pour sa femme. Quelque chose? OK. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça l'histoire d'amour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est triste, la fin était triste parce que à la fin quand tout est fait, tout est correct, mais après ça, l'empereur, parce que le Taj Mahal, c'est aussi comme, on peut dire que ça, c'est l'amour, comme on peut dire, un rêve réalisé d'un amant passionné de sa femme, mais en même temps, le Taj Mahal, c'est aussi l'ego d'un empereur qui voulait montrer sa puissance et sa richesse au monde. Donc, les deux côtés sont là. Parce que juste après la construction, il dit, je suis capable en fait, je suis plus riche. Donc, je vais faire un autre Taj Mahal avec marbre noir à l'autre côté de fleuve Yamuna. Donc, il a vraiment commencé avec le travail de fondation. Mais pendant ses fils, le troisième fils qui était vraiment, vraiment méchant comme un mafia, il dit, mon père, il est devenu fou. Il a déjà dépensé beaucoup, beaucoup de sous pour la première parce que, selon les valeurs, pendant le XVIIe siècle, ça coûtait 32 millions de roupies. Puis, avec les valeurs d'aujourd'hui, ça serait comme 53 milliards de roupies. C'est à peu près équivalent de 827 millions de dollars américains. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il dit, il va tout dépenser, tout ce qu'il reste, il va dépenser sur le deuxième Taj Mahal. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son père dans la prison dans l'année 1658. Il a mis son père dans la prison, il est devenu l'empereur. Et là, il est dans la prison, il regardait, il n'avait pas l'accès, ça c'est vraiment triste, il n'avait pas l'accès pour aller visiter le Taj Mahal. Mais pourquoi il était plus triste? Parce que chaque année, le jour qu'il savait que sa femme est là, qu'il attend, puis il ne pourrait pas y aller, c'est comme ça, il devenait de plus en plus vieux, de plus en plus triste. Puis il a juste passé 8 ans de sa vie dans la prison, puis après ça, il est mort. Mais quand il est mort, le fils méchant n'était pas dans la ville, dans les filles, on l'ont enterré à côté de leur mère. Un poète de l'Inde a dit une phrase sur le Taj Mahal, un poète de l'Inde, il dit Taj Mahal est comme une goutte de larmes sur le jour du temps.
Donc, ça, c'était l'histoire de Taj Mahal. J'espère que vous l'avez aimé. Je vous passe au mari. Oui, Kidi. Alors, je suis de retour. Bonjour tout le monde. Alors, merci beaucoup, beaucoup, Kidi. C'était fort intéressant. Je veux juste rappeler à tout le monde qu'on est en direct avec Kidi en Inde. Alors, c'est important de le considérer. Le Wi-Fi est pas toujours la même chose en Inde qu'ici. Alors, Kidi est quand même aussi dans son village, dans les montagnes. Alors, des fois, la technique, ça va un petit peu croche, mais on est en direct, puis c'est le plaisir du direct aussi, puis d'avoir Kidi en même temps avec nous. Donc, merci beaucoup, Kidi. Il n'y a pas de questions. Alors, on va s'arrêter maintenant. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Oh, il y en a des questions. Merci beaucoup, très intéressant. C'était incroyable, magnifique, tout ça. Merci pour les photos. Des fois, ça a été croche un peu avec les photos, mais bon, je pense qu'on s'en est bien sorti. Voilà. Est-ce que Kidi, tu voulais rajouter un mot? Est-ce qu'il peut mettre son micro? Mets ton micro, Kidi. OK. OK. Voilà. Il y a Monsieur Joanne qui a écrit, j'aimerais savoir si les ouvriers étaient esclaves ou des ouvriers. Il y a des versions. Il y a toujours des versions. On ne peut pas dire rien avec la garantie. Il y en a qui disent qu'ils étaient des esclaves, il y en a qui disent qu'ils étaient des ouvriers. Parce que dans une des versions, ils disent qu'à la fin de construction de Taj Mahal, on était tellement contents. Il avait donné tellement de sous aux ouvriers qu'il n'avait plus besoin de travailler. Ça veut dire comme ça, couper les mains. Couper les mains, pas exactement couper les mains, ça veut dire donner tellement de sous pour la vie que les mains sont devenues inutiles. Donc, c'est difficile à dire qu'ils étaient vraiment des esclaves, mais tout est possible. Ce sont des choses de passé. OK? Est-ce que la mère de Kelly est toujours vivante? Okay. Oui, ma mère est toujours vivante. Elle est... Et puis, elle envoie ses blessings à tout le monde. Elle est juste dans la chambre à côté, puis elle est tellement excitée que ça soit bien. Bon souvenir de nous. OK, bon, c'est bon. Robert Berger. Ah, OK, bon. D'autres questions? OK. Très belle और नीचे और नीचे merci beaucoup, très intéressant, magnifique. OK, y a-t-il des photos où on voit que les chiffres? Merci pour les photos. OK, voilà, j'ai essayé d'amener des photos possibles et puis j'ai amené des chiffres parce que les chiffres, c'est important aussi pour savoir. Et je sais que les Québécois, ils aiment les chiffres. C'est pour ça que j'ai partagé quelques chiffres, parce qu'on est toujours... Et il fait combien de température aujourd'hui? Hein? Merci beaucoup, Kidi. Je pense que okay. On est rendu au bout de ça. J'espère que nos amis ont aimé. Oui, certainement. J'ai aucun doute de ça. Okay. Remerciements. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Kidi en direct en Inde. Et puis, on va vous donner des nouvelles éventuellement pour une prochaine conférence, bien sûr. Et cette conférence, on l'a enregistrée. Là, on était en direct, mais on l'a enregistrée, puis elle va être disponible aussi dans quelques jours là, en ligne. Alors, vous pourrez parler à vos amis pour qu'ils puissent la voir aussi s'il y en a qui l'ont manqué ou qui avaient autre chose à faire aujourd'hui, bien sûr. Alors, on va la voir en ligne aussi. Alors, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, tout le monde. Qui dit bonsoir, dit bonjour à toute ta famille, bonne nuit, et on t'aime, et puis à la prochaine. Namaste, bye bye.